La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vous parle de la Banque du Canada qui s'apprête à couper son taux directeur de 25 points de base, ce qui va amener le taux directeur à 2,5 %. Et sur papier, on va nous dire que c'est une bonne nouvelle, mais dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est justement ça que je veux décortiquer avec vous. En fait, je vais vous expliquer pourquoi ils vont décider de baisser les taux d'intérêt, ce que ça implique pour monsieur, madame, tout le monde, et surtout, je vais vous parler de notre dépendance collective aux faibles taux d'intérêt. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'il y a 3 données économiques qui justifient la décision de venir réduire le taux directeur au Canada. On parle d'environ 100 000 emplois qui ont été perdus sur une période de 2 mois, donc en juillet et août. On a un taux de chômage qui est rendu à 7,1 %, ce qui est le niveau le plus élevé depuis 2016, en excluant les années de la pandémie. Et finalement, il y a le produit intérieur brut, donc le PIB, qui est en recul de 0,4 % au deuxième trimestre de 2025, soit moins 1,6 % si on regarde ça sur un rythme annualisé. Donc, ce sont des signes de faiblesse qui poussent la Banque du Canada à diminuer les taux d'intérêt. Je m'attends à ce que cette baisse-là ne soit pas la dernière non plus. D'après moi, on pourrait en voir une autre d'ici la fin de l'année 2025. Et notez ça quelque part, l'année prochaine, en 2026, je serais pas surpris de voir le taux directeur retourner en bas de 2 %. Et évidemment, l'effet immédiat de la baisse de mercredi, ça va être du côté des taux variables pour les prêts hypothécaires et les marges de crédit. Donc, pour ceux qui renouvellent, le taux variable, il redevient intéressant. Déjà, on devrait bientôt voir des taux variables sur 5 ans, juste au-dessus de 4 %. Donc, si tu renouvelles prochainement, c'est un pensez-y bien. Le taux variable, c'est vrai qu'il peut paraître plus risqué, surtout après la remontée subite des taux d'intérêt en 2022, mais quand la tendance, elle s'inverse et que la Banque centrale amorce un cycle d'assouplissement, le taux variable peut redevenir une option attrayante. Ensuite, il devrait également y avoir un impact sur le marché immobilier. Il y a une corrélation entre le marché immobilier et les taux d'intérêt, et à chaque fois que les taux baissent, ça relance la demande. Les acheteurs qui attendaient, ils reprennent confiance. Les investisseurs immobiliers, ils recalculent leur seuil de rentabilité et résultat, le prix des propriétés devrait poursuivre son ascension. Donc oui, tu vas te retrouver avec un taux hypothécaire un peu plus bas, mais tu achètes potentiellement une maison qui va coûter plus cher. Donc dans tous les cas, la baisse des taux d'intérêt, ça ne va pas faciliter l'accès à la propriété pour les premiers acheteurs. Et sur les marchés financiers, la baisse des taux d'intérêt, c'est une bonne nouvelle pour les actions et pour le marché obligataire. Les obligations, ils vont remonter en termes de prix. Les actions de croissance vont reprendre leur élan et les entreprises qui sont endettées, ils vont pouvoir refinancer à des taux d'intérêt plus bas. Donc oui, une baisse du taux directeur au Canada ainsi qu'aux États-Unis, oui, ça va aider les marchés boursiers. Donc tant mieux si vous avez des placements. Mais ça m'amène à vous poser une question. Qui détient la majorité des actifs? Et la réponse, ce sont les riches. Et c'est pour ça que les riches s'enrichissent, tandis que l'autre bord, ceux-là qui ne détiennent pas d'actifs, une baisse de 25 points de base, ça ne va pas améliorer leur sort. Et c'est là que je veux en venir. La baisse du taux directeur, ce n'est pas une solution pour le coût de la vie, ni pour l'accès à la propriété, ni pour le surendettement. Ça sert surtout à préserver le système financier et le coût de la dette publique. Au Québec, on est rendu avec une dette brute de 362 milliards de dollars. Donc, imaginez les intérêts que le gouvernement doit payer là-dessus à chaque année. Et si on recule dans le temps, entre 1970 et 2008, le taux directeur de la Banque du Canada, il n'a jamais été en bas de 2 %. En fait, dans les années 90, le taux directeur, il fluctuait autour de 6 %. Et aujourd'hui, on serait incapable de vivre ça sur une période prolongée. Pourquoi? Parce que la dette est rendue partout, autant chez les ménages, chez les entreprises et surtout chez le gouvernement. Donc, quand l'endettement est rendu aussi élevé que ça,
remonter les taux d'intérêt à ce qu'on considérait comme étant normal, ça produirait une catastrophe économique. Les ménages ils se retrouveraient étranglés par les frais de financement, plusieurs entreprises feraient faillite et les intérêts de la dette publique, ça ferait exploser les budgets gouvernementaux. Autrement dit, depuis 2009, la Banque du Canada, elle a perdu une certaine marge de manœuvre du côté de sa politique monétaire, dans le sens qu'elle ne peut plus maintenir longtemps son taux directeur au-dessus de 2% sans provoquer une contraction de l'économie canadienne, parce que notre économie, comme la plupart des autres pays d'ailleurs, elle est devenue accro aux faibles taux d'intérêt. Et maintenant, je vais parler d'un point que peu de gens vont aborder, mais la baisse du taux directeur, ça va rien changer. Ça ne va pas solutionner le coût de la vie, l'accès à la propriété, ni l'écart de richesse qui se creuse entre les générations. Comme je l'ai déjà dit, ce que ça fait surtout, c'est causer une appréciation du prix des actifs et ça bénéficie à ceux qui en détiennent déjà. Par exemple, si vous avez une maison ou un portefeuille d'actions, la valeur de ces actifs-là, elle tend à augmenter davantage quand les taux d'intérêt sont bas. Donc, une personne qui est propriétaire de sa maison depuis 1980 et qui a accumulé des placements dans son REER, c'est très bénéfique pour cette personne-là. Mais de l'autre bord, les plus jeunes, qui sont souvent locataires, eux autres, logiquement, ils n'ont pas encore eu le temps d'accumuler des actifs. Donc, ils travaillent, ils payent leurs factures et le coût de la vie fait en sorte qu'ils ont de la difficulté à mettre de l'argent de côté pour justement investir. Et en même temps, avec l'explosion du prix des maisons depuis quelques années, les premiers acheteurs n'ont ni la mise de fonds nécessaire, ni les capacités financières pour devenir propriétaires. Et c'est d'ailleurs ce qui mène à une certaine polarisation sociale, c'est-à-dire qu'il y a un clash entre les générations parce que le fossé entre les classes sociales, il continue de se creuser. Donc, quand une partie de la population perçoit que le système favorise les plus fortunés, nécessairement, ça crée un sentiment d'injustice. Et c'est là qu'on arrive à un point crucial. Si les jeunes générations n'arrivent pas à accumuler de patrimoine aujourd'hui, de quelle façon ils vont réussir à s'enrichir? Et la réponse est simple, ça va être avec l'héritage. Autrement dit, il y a un gros transfert de richesse qui s'en vient et la richesse va s'accumuler non pas parce que les jeunes vont travailler fort et réussir à accumuler eux-mêmes, il va se faire parce que leurs parents vont leur léguer leurs actifs et ultimement, c'est ça qui va déterminer qui s'en sort et qui va rester derrière. Est-ce que tes parents ont acheté une maison? Est-ce qu'ils ont un fonds de pension? Est-ce qu'ils ont accumulé des actifs? Si tu n'as pas ça, tu pars avec un handicap et ça, ça pourrait créer une fracture sociale encore plus importante parce que la richesse ne dépendrait plus seulement de ton travail ou de ton épargne, mais davantage de la situation patrimoniale de tes parents. Et cet enjeu-là, ça crée également une polarisation politique qui est de plus en plus palpable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve davantage de discours extrémistes, que ce soit de la gauche ou de la droite, dans le sens que la gauche, elle va blâmer le capitalisme, les multinationales et les milliardaires, tandis que la droite, elle va mettre la faute sur l'intervention du gouvernement, les impôts et la bureaucratie. Tout le monde est rendu un pro de la politique, les propos sont de moins en moins nuancés et c'est rendu que le monde se chicane publiquement sur Facebook. Et parallèlement à ça, un autre phénomène qu'on peut constater, c'est le ressentiment collectif envers le gouvernement qui est en place. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de Québécois qui expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux, qui viennent partager leur point de vue politique et qui dénoncent ce qu'ils perçoivent comme étant du gaspillage de fonds publics. Et on voit ça dans toutes les sphères. Oui, on voit ça sur les réseaux sociaux, on voit ça également dans les gros titres d'un journaux, mais ça vient aussi de l'interne. Avec toutes les grèves qu'il y a eu dans le secteur public au cours des dernières années, clairement, il y a du monde qui sont insatisfaits par leurs conditions de travail lorsqu'ils travaillent justement pour le gouvernement. Et mon point par rapport à ça, c'est que quand tout va bien, quand tout le monde travaille, tout le monde fait de l'argent, quand les affaires roulent bien, honnêtement, les contribuables, ils s'intéressent pas trop aux décisions politiques ou aux finances publiques, mais quand les temps deviennent difficiles, que les gens ont de la misère à payer leur loyer et leur panier d'épicerie, et que de l'autre bord, le gouvernement, lui, il perd des millions dans des projets controversés ou inefficaces, encore une fois, ça crée du mécontentement.
Et je tiens à souligner que le Québécois moyen, il ne se plaint pas tant du montant d'impôt qu'il doit payer. J'ai l'impression que le problème, c'est plutôt le décalage entre ce qu'il paye en impôts versus la qualité des services qu'il reçoit. On peut penser au délai pour voir un médecin spécialiste, la pénurie de places en garderie subventionnée, le manque de professeurs, les infrastructures qui tombent en ruine. C'est pas une question d'être trop imposé, c'est plutôt le sentiment de ne pas en avoir assez pour son argent. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, la problématique, ce n'est pas tant la facture, mais plutôt le service après-vente. Et pour résumer, avec la fragilité du marché du travail présentement, je considère que la Banque du Canada n'a pas vraiment le choix de baisser son taux directeur. C'est un outil pour éviter que l'économie canadienne se plante trop vite, mais ne tombez pas dans le piège de croire que ça va régler tous les problèmes. Ça ne rendra pas les loyers moins chers, ça ne va pas remplir votre panier d'épicerie non plus, et ça ne rendra pas l'achat d'une maison plus accessible pour les premiers acheteurs. Les taux d'intérêt plus bas, ça protège surtout le système et ça fait gonfler la valeur des actifs. Donc encore une fois, si vous êtes propriétaire ou investisseur, tant mieux pour vous, vous allez en profiter. Mais si vous n'avez pas encore d'actifs, comprenez bien que vous ne jouez pas la même game que les autres et c'est pour ça que je le répète souvent, c'est essentiel de trouver une façon d'accumuler des actifs, que ce soit en bourse ou avec de l'immobilier, parce que dans un système où on se retrouve avec du cheap money, donc de l'argent qui coûte pas cher à emprunter, et avec également une dépréciation de la valeur de l'argent, ce n'est pas celui qui travaille le plus fort qui s'enrichit, c'est celui qui détient le plus d'actifs. Donc gardez ça en tête et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.